Bonjour Jimmy. Bonjour Lydie. Bon, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui. On a déjà fait un live sur LinkedIn, donc tu n'es pas un inconnu pour moi. Je te laisserai te présenter rapidement. Mais pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi je voulais absolument te recevoir, c'est parce que tu es le seul à ma connaissance qui parle aussi bien de marketing, qui est une discipline trop souvent décriée par les DG, hein, qui voient ça comme un gadget alors que non. Moi qui suis une ancienne directrice commerciale, je le sais, le marketing influence réellement le comportement des clients et des prospects. Et je te reçois aujourd'hui parce que tu as une approche très scientifique, très, je vais dire, académique presque et très terrain du marketing. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu sors en général un argument, tu as une étude sérieuse derrière et je pense que tu es la personne qui peut convaincre les sceptiques du marketing qui voient ça comme un mal nécessaire, mais en aucun cas un moyen efficace de convaincre les prospects. Donc, je te propose, Jimmy, de te présenter rapidement pour les auditeurs. Alors, oui, alors très très rapidement pour qu'on aille sur le cœur du sujet. Donc Exactement. moi je suis enseignant à l'université, et il m'arrive aussi quand on me sollicite d'intervenir auprès des entreprises qui en ont besoin pour réfléchir à leur stratégie marketing et puis pour les accompagner dans leur développement commercial. Donc je vais dire ça comme ça. Après ce qui est plutôt particulier dans mon approche peut-être, c'est que effectivement j'ai cette double vision, donc université et entreprise, qui fait que, et c'est d'ailleurs pour ça en fait que je trouve que ce podcast est très intéressant, c'est que j'aime bien en fait prendre la théorie et aller vérifier que ça fonctionne de façon pragmatique, ou vulgariser, mais pas vulgariser pour vulgariser, c'est vulgariser pour que ceux qui sont sur le terrain puissent se dire oui, cet outil peut me servir à quelque chose et je vois bien comment il peut me servir à quelque chose, et pas qu'il reste dans ces considérations qui sont parfois des considérations où on répète ad vitam aeternam les mêmes choses, ou dans ces considérations qui font que à partir d'un exemple on raisonne pour tirer des conclusions. Alors ce qui peut marcher un peu, hein, mais je trouve ça dommage parfois de pas tester des choses, de pas aller voir un peu à côté. C'est ça qui est intéressant. Alors justement, je vais commencer. Je vais commencer fort parce que moi, tu vois, je suis entourée de clients qui sont très sceptiques par rapport au marketing. Ils voient ça comme je dis, comme de la communication. Souvent, la réflexion que j'entends, c'est «Ah, tu sais, Lily, nous, on est dans un milieu industriel, c'est extrêmement rationnel, les décisions, donc ils sont bien jolis, tes designs, tes petits dessins.» Tu vois, ils me le disent pas, mais je ressens qu'il y a ça derrière. Mais quel impact réellement ça va avoir sur mes clients? Tu sais, on est entre gens sérieux, tu vois, alors que moi, si tu veux, je le vois bien sur le terrain en tant qu'ancienne commerciale, en tant qu'ancienne directrice commerciale, et je le vois bien dans le marketing, que bien sûr que ça joue. Bien sûr que même l'être le plus rationnel, j'arrive à le convaincre avec le marketing, mais évidemment, je n'ai pas le background derrière pour l'expliquer. Que penses-tu de cette affirmation? Les achats sont rationnels et les décisions sont rationnelles quand on est industriel et que des fois même on est ingénieur, tu vois, on a fait des études d'ingénierie, etc. Euh, alors, moi, je pense qu'en fait, penser que toutes les décisions sont rationnelles, c'est précisément pas rationnel. C'est-à-dire que, enfin, euh, ça, on le sait depuis assez longtemps. Enfin, je veux dire, il y a des travaux qui datent du milieu des années 70, Tversky et Kahneman, euh, qui ont vraiment changé en fait la façon dont on comprend la décision humaine. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, pour faire simple, hein, c'est précisément, on ne décide pas de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle des heuristiques, donc des raccourcis Ouais. mentaux, parce que le cerveau humain, il est fait pour décider, mais le problème, c'est que ça le fatigue. Et que le cerveau humain, il est fait aussi pour économiser son énergie cognitive. Donc ça veut dire en fait que nécessairement, pour préserver ses capacités, le cerveau va chercher à passer par ces raccourcis mentaux. Et donc ces raccourcis mentaux sont pas rationnels. Ces raccourcis mentaux, ils sont fondés sur son expérience, sur sa personnalité. Je vais prendre deux exemples, hein. La preuve sociale, c'est-à-dire en fait, si beaucoup de gens le font, c'est que ça doit être pertinent. Il y en a beaucoup qui C'est en vont se fait un, reconnaître, hein. mais bien sûr, enfin ça c'est quelque chose qui est totalement humain. On voit que les gens le font, donc on le fait. C'est pas du tout rationnel. C'est pas parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui le font que c'est pertinent. Il peut y avoir beaucoup de gens qui se trompent. À une Ouais. époque, il y a beaucoup de gens qui pensaient que la Terre était plate. C'est pas pour autant en fait qu'ils avaient raison. Donc voilà. Donc premier raccourci mental, hein, la preuve sociale. Et d'ailleurs on l'utilise beaucoup, hein, en marketing. Deuxième raccourci mental, si c'est rare, c'est que ça a de la valeur. Voilà, biais de rareté.
Et donc, on a l'impression, et donc, avec ça, on joue aussi quand on fait du marketing, c'est-à-dire qu'on dit, regardez, il n'en reste plus que 2, c'est une édition limitée, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est des raccourcis mentaux qui fonctionnent tout à fait. Les gens ont l'impression de décider rationnellement, alors qu'ils ne décident pas du tout rationnellement. Et tu vois, tu m'avais pensé là du coup, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec des PME industrielles, donc les dirigeants souvent ou les directeurs commerciaux, etc., ne jurent que par le réseau. Et c'est vrai qu'une décision irrationnelle que j'ai remarquée aussi, qui est un peu dans le même sens, je pense que que le fait que beaucoup de monde l'utilisent, c'est je le connais, il est de mon cercle. Et en fait, ça, moi, je n'ai jamais travaillé au réseau parce que je ne comprends pas ce raccourci de penser que parce qu'on est du même cercle, on appartient au même réseau, ça va fonctionner. Ça, c'est pas du tout rationnel, ça aussi, tu vois. Et je pense que effectivement, c'est un de leurs biais principaux, c'est de penser que ouais, parce qu'on appartient au même réseau, parce que il était dans la même conférence, on a applaudi ensemble, juste ça. Bah du coup, tu sais, ça crée un lien ou presque ça donne à la personne qu'on a vue une expertise, tu vois, une espèce d'aura. Ouais, ça aussi, c'est un biais cognitif, alors qu'après, on peut rattacher à ce qu'on appelle l'effet de halo. À partir Ouais. du moment où des personnes ont un statut, ce statut en fait les légitime vis-à-vis de nous, et on en oublie en fait totalement tout ce qu'il peut y avoir autour, et puis on pense que ce sont des gens qui sont légitimes parce qu'on les connaît, légitimes parce qu'ils font partie de notre club, parce qu'ils font partie d'un cercle de personnes, parce qu'ils ont le même métier que nous, ou au contraire parce qu'ils ont une blouse blanche, ou au contraire parce qu'ils sont ingénieurs. Et en fait tout ça en fait nous donne des espèces de raccourcis. C'est le même principe, c'est que c'est de l'économie de cerveau. Et donc ça permet en fait d'aller plus vite, et puis de prendre une décision qui quelque part nous rassure. En fait, ça réduit la friction, c'est-à-dire que ce que le cerveau n'aime pas, c'est la friction, c'est être obligé de passer plein d'étapes. Et donc là, on peut passer plein d'étapes en se rassurant. Donc comme en fait on confierait son enfant à un voisin parce que c'est un voisin. Alors que ton voisin, ça peut être la pire des personnes, mais vu que tu le connais, que tu le vois tous les jours, tu as l'impression en fait que c'est quelqu'un de bien. Parce qu'il y a aussi cet effet de répétition, c'est-à-dire que plus on voit les choses souvent, et plus on s'en sent proche, et plus on adhère à ces choses-là. C'est pour ça qu'on fait ça en publicité, qu'on répète et qu'on répète les choses. Et ben, rentrons dans le vif du sujet, ça m'intéresse ce sujet parce que justement, donc là je pense qu'on a convaincu, j'espère, 90% des auditeurs qui doivent se dire, qui ont dû se dire en écoutant le début, oui, enfin moi je me sens pas concerné, c'est pour les autres. Et là avec les exemples qu'on a donnés, je pense que on couvre bien 90%. Je crois on a acquis à notre cause 90% des auditeurs, au moins. Justement, tu vois, moi souvent, j'ai du mal à l'expliquer ça, mais je fais souvent des chaînes de mailing. Quand on appelle ça des séquences mailing, donc je dis chaîne, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas qu'un seul mail à un prospect, on va en envoyer 5 ou 6. Alors je dis pas qu'ils doivent être dans un temps restreint, ça peut être aussi sur 6 mois, ça dépend de la cible. Mais souvent, je me heurte en fait à alors je vais pas dire une colère, mais une espèce de dédain des dirigeants, tu vois, pour ce genre de pratique. Qui dit, attends, on n'est pas des harceleurs, on va pas leur emmerder les gens, etc. Mais je disais, mais la répétition, justement, le fait de nous voir dans la boîte mail, même si ça marche pas du premier coup, du moment qu'on arrive à ressentir la cadence acceptable, en fait, pour celui qui va le recevoir, en fait, le prospect, eh bien, c'est vraiment productif, c'est pas contre-productif. C'est là où moi, souvent, en fait, j'arrive à avoir des réponses et au bout de la 2e ou 3e relance. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, tu vois, psychologiquement. Là, tu en parles de la répétition. Est-ce que tu peux développer? Alors, ça a été étudié en marketing. Enfin, il y avait un article de Sharp en 2010. Je vous avais prévenu, je vous avais prévenu que Jimmy, il a une étude pour tout. C'est ça. En fait, dans lequel il a regardé, donc il a comparé les entreprises en fait qui travaillent sur la mémorisation, c'est-à-dire en fait faire de la présence douce de façon répétée, et celles qui sont plutôt dans le buzz. C'est-à-dire en fait faire des choses marquantes, et on pourrait penser intuitivement que faire du buzz c'est mieux. Or, il se trouve que la mémorisation douce, c'est-à-dire la répétition, ce que tu fais, mais sans être agressif, c'était beaucoup plus pertinent. Parce qu'en fait, ça revient à être disponible dans l'esprit en fait des clients au moment où ils en ont besoin. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quel est le moment où ils vont avoir besoin de nous. Donc le buzz, s'il tombe au bon moment, c'est bien. Et sur le nombre, évidemment qu'il y a quelques personnes sur qui on va tout bien qui en ont besoin. Mais par contre, on tape un peu dans le vide. Alors que si tu fais de la mémorisation douce et que de façon régulière, sympathique, tu es présent en envoyant un email, en surfant sur un événement, c'est-à-dire souhaiter un anniversaire, rebondir sur
euh, des éléments comme, je sais pas, des éléments de saison, etc. Au moment où la personne a besoin de toi, ou a besoin d'un service en particulier et qu'elle t'a identifié parce que tu as répété que tu étais une des personnes qui œuvrait dans ce système, dans ce type de service-là, elle va penser à toi. Ça m'intéresse ça justement parce que tu vois, alors là ça m'avait vraiment étonnée et je pense que les commerciaux se reconnaîtront. En fait, moi j'ai déjà signé des gros contrats avec des personnes qui m'ont dit oui, oui, j'ai vu passer vos mails. Vous les avez lus? Non. Non. Alors, du coup, j'ai pas du tout pu prouver mon expertise puisqu'ils n'ont même pas ouvert le mail. Mais le fait de me voir et de répéter que je suis experte en fait en stratégie de marketing digital B2B pour les PME industrielles, eh bien, c'est rentré alors que je n'ai même pas eu l'occasion de le prouver. Donc en fait, c'est ça, c'est cette répétition douce dont tu parles qui fait que je suis devenue. Ils m'ont associée à l'experte du marketing digital pour les PME industrielles. Est-ce que c'est ça? Alors, c'est totalement ça. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réussir à créer une identité, alors qui passe par plein de choses, hein, qui passe Ouais, par ouais. des mots, hein, c'est-à-dire que associer un mot à son profil, qui passe par des couleurs, qui passe par un style, qui passe par un ton. Et finalement, on se rend compte que dans cette mémorisation douce ou ces répétitions douces, le contenu est pas si important que ça. Qu'en fait, le contenu viendra au moment où les gens Oh. vont te solliciter. Et Et là, ils vont là, effectivement, regarder. tu pourras faire preuve de ton expertise. Ou à ce moment-là, en fait, les gens vont peut-être aller regarder ton contenu. Mais il se peut très bien, en fait, que ce soit des gens qui t'ont juste vu passer. Et au moment où ils ont le besoin, ils pensent à toi. Là, peut-être qu'ils vont effectivement aller sur ton site internet, regarder ton contenu sur LinkedIn, etc. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un contenu qui est cohérent, sérieux et attesté. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont le faire. Donc, ce qu'on répète au fil des éléments, c'est pas nécessaire en fait que ce soit érudit, pertinent à chaque fois. Il faut juste construire quelque chose où les gens nous identifient. Moi, je reste persuadé aussi, mais enfin, les études le prouvent que il faut aussi être un peu sympathique ou un peu cinglant, c'est-à-dire qu'il faut trouver un ton. Alors, Non. je veux bien, on va en parler. Je fais juste du coup un point marketing important. N'hésitez pas à être présent du coup sur LinkedIn parce que les PME B2B, vos clients y sont. À chaque fois, j'entends, mais mes clients n'y sont pas, mes clients n'y sont pas. Déjà, vous n'avez pas testé, donc vous ne savez pas. Il faut absolument le tester. Et c'est pas grave s'ils n'interagissent pas. C'est exactement ce dont on parle. C'est pas grave s'ils n'ouvrent pas vos mails. Ils vous identifient comme l'expert. Moi, je le fais avec mes clients. Ils sont toujours en train de rechigner. Les DG industriels ne veulent pas être sur LinkedIn. Je parle pas que des DG d'ailleurs. Hein. Alors, les directeurs commerciaux ont plus compris, mais souvent, quand même, c'est des gens qui refusent d'être sur les réseaux parce que ça ne sert à rien. Oui, en fait, dans le visible, vous n'allez pas avoir peut-être trop d'interactions, etc. Mais vous allez devenir ce qu'on appelle top of mind, c'est-à-dire que les gens vont vous avoir à l'esprit, ils vont vous coller une étiquette donc qui est positive, et du coup, quand ils auront besoin de vous, là, ils iront voir vos contenus, c'est exactement ce que tu dis, et c'est là où en fait ils vont se dire, mais c'est la personne qu'il me faut, je confirme que c'est la personne qu'il me faut. Mais avant de passer sur je dois confirmer, il faut d'abord créer une image mentale. Et ça, j'ai jamais réussi à l'expliquer, je le voyais dans les résultats, mais merci, je veux bien que tu m'envoies l'étude parce que ça m'évitera des heures de négociation sur pourquoi il faut être sur LinkedIn et pourquoi il faut chauffer un petit peu, on va dire, les prospects avant de réellement avoir leur attention. Je veux bien qu'on revienne sur dont tu parles, qu'il faut développer son capital sympathie et cinglant. Oui, alors juste avant, aussi pour rassurer ceux qui veulent publier sur LinkedIn, c'est pas nécessaire d'être excellemment pertinent à chaque fois. Parce qu'il se trouve en fait que quoi qu'on dise, rien que le fait de répéter, ça nous rend sympathique. Rien que cette Ah bon? proximité, elle nous rend sympathique. Alors, il y a un exemple qui est très parlant, qui est pas du tout en fait dans le NPME, mais qui est dans le de la politique. Ce qui est rigolo en fait, c'est que François Hollande, qui a été président de la République, disait en fait qu'à chaque fois qu'il rencontrait des gens, y compris en fait quand c'était des gens qui étaient plutôt détracteurs, bah, il finissait toujours par repartir en le trouvant sympathique, en étant plutôt positif vis-à-vis de lui, tout simplement en fait parce qu'il y avait eu cette proximité, qu'il l'avait vu, etc. Et donc rien que le fait d'être présent nous rend sympathique. Donc Juste d'être présent, juste juste d'être d'être, présent. c'est Alors, sauf ok. si, enfin, et même j'aurais tendance à dire même quand on est un peu cinglant. Enfin. Et aussi, il y a un autre élément qui est important, c'est Est-ce que, que excuse-moi, juste pour revenir sur ça du coup, est-ce que par exemple le commercial, tu sais, parce que
Bon, un commercial qui passe toutes les semaines ou qui passe régulièrement, c'est vrai que il y a un côté, oh, il m'emmerde à repasser, j'ai pas envie de signer. Tu penses que malgré tout, on développe de la sympathie pour cette personne? Bah, après, tout dépend ce qu'on fait. Si c'est passé à chaque fois en étant très agressif commercialement et en essayant de faire Non, signer absolument, ça peut sympa. être embêtant. Mais juste faire un petit tour et passer, ça suffit. Hein. Il y avait un Ok. vendeur de voitures aux États-Unis qui a été le meilleur vendeur de voitures de tous les ans. Je crois qu'il vendait 3000 voitures par an. Qui lui en fait avait un petit truc, c'est que il écrivait plein de petites cartes à la main. C'est-à-dire qu'il notait par exemple quand le fils disait qu'il allait passer son permis l'année prochaine ou le bac, etc. Et il envoyait en fait des petites cartes en disant bonjour, petit coucou, etc. J'espère que le permis de votre fils ça s'est bien passé. J'espère qu'il a eu son bac. Et en fait rien que ça, quand les gens avaient besoin d'une voiture, bah ils faisaient quoi? Ils allaient voir en fait le vendeur de Ouais, qui ils avaient ok. reçu une petite carte de temps en temps. Et donc c'était pas du tout, alors c'était pas du tout commercial au sens j'essaie de conclure, mais c'était très commercial au sens mémorisation et ce que tu dis, le top of mind et être dans Ouais. l'esprit des gens. Et ça c'est super important. Et après Donc il y a un depuis la deuxième lettre élément, jusqu'au c'est fait. Oui, pardon. Vas-y. Oui. il y a un deuxième élément également qui est important et qu'il faut bien comprendre aussi dans les entreprises, c'est que celui qui décide joue sa réputation. C'est-à-dire en fait qu'un acheteur, un directeur marketing, un directeur commercial, à partir du moment où il décide d'acquérir un service ou un produit, par exemple en fait je veux implémenter un nouveau CRM, si ça marche pas, c'est sur lui que ça va retomber. Et donc il faut que lui puisse se couvrir entre guillemets. Et admettons que moi demain je veux implémenter un nouvel outil logiciel. Si je passe par la grosse boîte qui est très connue et que ça marche pas, on va pas m'en vouloir. Parce que je peux m'appuyer sur le fait de je suis passé par quelqu'un qui fait référence. Alors que si je prends le risque de passer par quelqu'un qui n'a pas cette aura et n'a pas cette légitimité en termes de notoriété et d'image, là par contre j'ai intérêt à ce que ça marche parce qu'on va dire bah oui mais pourquoi t'es passé par cette personne-là et pourquoi t'es pas passé par le gros, celui qui est connu, etc. Donc si vous arrivez en fait à devenir cette autorité sur le marché, que ce soit votre marque ou que ce soit vous en tant que personne, bah forcément vous facilitez la décision pour les gens. Et on est J'ai un toujours en bel fait sur cette exemple. question des raccourcis mentaux. Mais j'adore et j'ai un bel exemple que j'aimerais citer. Et ça, vraiment, pour moi, tu vois, ça, c'est la chose la plus incompréhensible pour moi quand je suis dans l'optique, par exemple, de vendre ou d'accompagner des clients, tu vois, dans leur stratégie marketing. Mais je dois le faire inversement. Tu vois, je dois le faire quand c'est pour moi. C'est fou à quel point on ne se rend pas compte de nos propres biais, tu sais. Et moi, j'ai un exemple très précis par rapport à ça. Hein, c'est que nous, en fait, on essayait avec donc un client qui était beaucoup plus petit qu'un autre de développer une offre qui soit assez irrésistible en fait pour passer, voilà, pour conquérir le marché. Et il n'y avait rien à faire, on n'arrivait pas à détrôner la référence qui pourtant avait une offre, mais si tu regardes les choses d'un point de vue objectif, mais qui était à 3 sur 10 alors que l'offre de mon client était à 10 sur 10. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à passer. Il n'y avait rien à faire en tout cas en termes d'offres. Je me disais, mais c'est complètement irrationnel. Et je te parle, les décideurs étaient des industriels aussi. Donc je me disais, mais à quel moment les industriels sont aussi irrationnels? Donc en fait, ce qu'on a fait au bout d'un moment, c'est qu'ils se sont associés à un plus gros qui a un peu porté si tu veux, qui a porté son aura. Et là, c'est passé de suite. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même. J'avais trouvé cet exemple complètement fou. On n'avait rien changé, mais on avait besoin de la caution. Et j'avais du mal à comprendre ça parce que je travaillais quand même avec une entreprise qui était solide, mais pas connue sur ce secteur-là, tu vois. Et c'est exactement ce dont tu parles là, c'est que finalement, avoir pignon sur rue est plus important que la qualité du produit presque. Disons qu'un mauvais produit, on le fera jamais passer, enfin, on fera passer jamais une Oui, chèvre pour un cheval de course. Mais par contre, ce qui est important, c'est la valeur perçue, c'est pas la valeur intrinsèque. C'est-à-dire que parfois, un ouais. produit moyen plus peut sur le marché, en fait, être perçu comme meilleur, plus sûr et plus sécurisant qu'un produit, en fait, qui est un produit top au niveau technique, mais qui n'a pas réussi à passer ce cap-là. Enfin, on le voit, hein, même les consommateurs en B2C, quand ils choisissent par exemple un téléphone portable, bah, leur choix au départ va se porter sur Samsung ou Apple parce qu'ils connaissent, et puis certains vont peut-être avoir un petit peu de mal à aller sur Xiaomi, etc., parce que pour eux, ça leur parle moins, quand bien même, en fait, les produits sont sans doute Bah oui. tout aussi pertinents. Même phénomène sur le marché de la voiture électrique. Il y a des voitures comme BYD, qui est une marque chinoise, et à côté, vous avez Tesla. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont faire le choix de Tesla sans même considérer le différentiel de qualité qu'il peut y avoir entre les deux. Ils vont choisir Tesla juste parce que c'est Tesla et parce que ils sont sûrs en ayant une Tesla de pas se tromper et que même s'ils se trompent de toute façon, ils vont réussir quand même à se convaincre que c'est pas de leur faute.
ils ont pris le meilleur, ils pouvaient pas faire Oui, de le meilleur choix. meilleur. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment essayer de réduire l'incertitude, essayer en fait de se rassurer soi-même et de légitimer sa décision. Euh, et il y Alors a quand on beaucoup de n'est pas travail une à faire boîte, pour les PME sur ça. et bien justement, quand on n'est pas une boîte historique, enfin, ou en tout cas quand on n'a pas pignon sur rue autant que ses concurrents, comment on peut faire pour pallier à ça? Parce qu'on va pas pallier à l'histoire. Tu vois, on est arrivé après, on est les deuxièmes ou les troisièmes. Comment on peut essayer de se donner cette aura? Ça m'intéresse vraiment cette question parce que c'est vraiment un point, je trouve, dans le parcours de vente qui est, je trouve, très difficile à dépasser personnellement. Bah, c'est précisément en fait sur cette question-là que beaucoup d'entreprises ne travaillent pas. Parce que très souvent, en fait, elles travaillent sur leur marketing opérationnel. Donc l'opérationnel, c'est mon produit, mon prix, ma Oui, les distribution, ma brochures. communication. Enfin voilà. Par contre, on travaille pas beaucoup sur le marketing stratégique. C'est-à-dire en fait sur quel est le positionnement qu'on va choisir. Alors évidemment, quand on arrive sur un marché et qu'il y a un gros, là on a plusieurs solutions. Soit on a une solution qui est plus une solution en termes de positionnement sur le marché et on se dit je vais pas aller concurrencer le gros sur tel et tel marché, mais je vais plutôt essayer de trouver des niches parce que j'y arriverai pas, il est trop loin, c'est trop compliqué. Ouais, c'est sûr. Soit en fait on saisit ce qu'on appelle des moments décisionnels. C'est-à-dire en fait que les clients étant assez captifs dans beaucoup de secteurs, c'est-à-dire que quand ils ont choisi une solution et puis ils ont une aversion au changement, donc ils continuent. S'il n'y a pas trop de problèmes, il faut essayer de trouver ou d'identifier ces moments décisionnels où il peut y avoir une porte qui est ouverte pour avoir de l'écoute de la part des gens qui sont chez ces gros-là et avoir la possibilité en fait de Mais comment tu te leur crées faire cette tester notre modèle. aura? Comment tu fais, Euh, comment tu compenses l'aura du gros? alors, c'était le deuxième point, c'est-à-dire que quand cette porte elle est ouverte, le problème, c'est qu'il faut avoir réussi avant à se construire quand même une aura, Et si c'est le voilà. terme que tu utilises, qui est suffisante. Euh, Par exemple, dans le domaine de la location de voitures, à une époque, en fait, il y avait une marque, je crois que c'était Ada, qui disait en fait, c'est parce que nous sommes les deuxièmes qu'on doit être les meilleurs. Et en fait, c'était J'adore. ça l'image, c'était de dire en fait, on est les deuxièmes, donc nous on peut pas se permettre en fait d'avoir des défauts, on se doit d'être meilleur que le premier, qui lui peut-être peut se permettre, enfin, en creux, il disait lui peut-être peut se permettre un peu d'être moins bon. Et c'est ça, mais le problème c'est que le moment où la porte est ouverte, on pourra pas y aller si on n'a pas construit quand même quelque chose avant. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ces clients qui sont chez le gros euh, aient déjà entendu parler de nous, nous aient déjà identifiés, etc., pour nous ouvrir la porte. Donc, mais ça ne veut pas dire en fait que parce que je vais me construire une aura, tout le monde va courir pour venir me chercher. Il y a quand même un travail commercial à faire derrière. Ah oui, complètement. Donc, Mais tu vois, ça c'est, par exemple, mais si on le fait pas avant, ça servira à rien. Enfin, si j'arrive et que je suis connu ni d'Ève ni d'Adam au moment en fait où la personne va reconsidérer les offres et puis faire une espèce d'appel d'offres, euh, bah, voilà, ils vont me considérer comme un petit, ils me considéreront pas. et voilà. Et ben, mais tu vois, c'est exactement ça. Donc je me dis, bon, ben ça va, je n'ai rien raté dans ma stratégie parce que ça, c'est vraiment l'aura, construire une aura. Quelque chose sur lequel je bute. Et moi, la stratégie que j'avais, c'est juste ça. C'est, en fait, le groupe peut se permettre d'arriver comme ça chez le client. Il est un peu le chouchou, il est le bienvenu, il est respecté parce qu'il a fait ses preuves. Alors que nous, on doit vraiment, je pense, créer, comme tu dis, un positionnement. Alors moi, je suis évidemment la spécialiste des sites internet sur mesure, mais c'est le site web. J'envoie de l'image de marque et le positionnement autant que je peux. Et évidemment, c'est pas que le site web, c'est aussi les réseaux qui sont hyper travaillés. Donc, je pense à LinkedIn. Effectivement, si c'est du B2C, ça peut être Instagram ou Facebook. Peu importe là où sont nos clients. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut un marketing en amont qui envoie de la valeur. Et pour qu'au moment où on arrive, on compense en fait l'effet du gros qui arrive avec son aura parce que nous, on a beaucoup plus prouvé. Moi, je sais que ce que je fais beaucoup, en tout cas, quand on n'est pas les premiers sur le marché, c'est qu'aussi, j'adore construire des études de cas qui sont précises parce que j'essaye de compenser ce manque de référence enfin, en tout cas, l'étiquette qu'on n'a pas autant que le gros par une étude de cas très détaillée sur voilà ce qu'on a fait concrètement en chiffres, ça a changé ci, ça a changé ça. Je dis pas que c'est le jackpot à chaque fois, mais les études de cas et les choses où vraiment on insiste pour démontrer on a fait cet effort-là, ça c'est quelque chose de plus dans la balance aussi, j'ai trouvé. Plus que le fait d'être présent à un salon parce que tout le monde y est, par exemple. Oui, non, mais on y gagne nécessairement. Enfin, là où on gagne, c'est quand ce moment en fait décisionnel où la porte est ouverte. Et je ne cache pas que il y a du travail à faire pour la trouver. C'est parce que il faut être là au bon moment. Euh,
Si quand on arrive, en fait, la personne n'est pas cliente chez nous, mais qu'elle nous dit « Ah oui, je vous connais. Oui, j'ai déjà vu en fait ce que vous faites. Oui, j'ai déjà entendu parler de vous. » C'est quand même beaucoup plus facile que si on arrive et qu'il faut au préalable commencer à asseoir sa légitimité, expliquer qui on est, ce qu'on fait. Donc il y a quand même un intérêt, mais pour revenir à ce que tu disais sur la communication des DG et la communication des marques, il y a quand même un intérêt certain à faire de la communication qui soit pas véritablement de la communication commerciale au sens conversion, mais de la communication commerciale au sens de l'image et de ce que tout le monde appelle le storytelling, même si c'est un peu réducteur comme terme. Parce qu'à un moment donné, effectivement, le commercial qui est connu sur son secteur, le DG qui a réussi en fait à être identifié, bah, ça aide beaucoup l'entreprise, hein, et tu le vois bien en fait dans les grandes entreprises, ils le font. Hein. Michel-Édouard Leclerc, il est constamment dans les médias parce qu'à un moment donné, comme ça donne une image de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et de la même façon, en fait, hein, il y a certaines personnes qui parfois sont très présentes dans les médias sur une thématique particulière. Ils sont pas nécessairement plus brillants ou moins brillants que d'autres. C'est juste qu'ils sont présents. Et le jour, en fait, où on a besoin de quelqu'un pour une conférence, le jour où on a besoin de quelqu'un pour un conseil, bah, c'est à eux qu'on va penser. Et de toute façon, s'ils se présentent à nous, on va accepter de les voir parce qu'on se dit, ah ouais. Tu vois, il y a un cas qui est très intéressant à controverser. Par exemple, c'est Oussama Hamar. Ah oui. Oussama Hamar est pas forcément le plus pertinent sur Moi, j'aime beaucoup. mais il a une espèce d'aura. Il a réussi à construire quelque chose. Et demain, en fait, je suis persuadé que une entreprise qui serait en contact avec lui aurait quand même envie d'écouter ce qu'il a à dire et d'écouter les conseils qu'il veut leur donner, juste parce que c'est Oussama Hamar et juste parce que il a un ton, il a quelque chose, il a une orientation. Et même si les gens ont déjà un prestataire, bah, je suis sûr qu'ils auraient quand même envie de l'écouter. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ça l'idée. Oui, c'est vraiment créer, là, c'est le personal branding, une marque personnelle, c'est-à-dire, mais comme tu dis, toute une histoire. En fait, c'est apprendre à raconter son histoire, raconter l'histoire de l'entreprise. Moi, je sais que je le fais beaucoup, ça, j'utilise le DG, pas à des fins commerciales, parce que ça ferait un peu vendeur de tapis d'arriver. C'est pas son rôle d'être commercial, mais par contre, raconter l'histoire de l'entreprise, être le porte-parole de son entreprise, mais sur, comme tu dis, sur une échelle beaucoup moins commerciale, mais beaucoup plus globale. Ça peut des fois être un point de vue philosophique, des fois ça peut être raconter, comme tu dis, un peu émotionnellement son entreprise. Mais c'est, je veux dire, ils se rendent pas compte le pouvoir qu'ils ont d'attirer les gens sur eux. Tu disais quelque chose tout à l'heure, c'est le pouvoir de captation de l'attention. Je sais plus comment t'appelais ça. Oui, l'économie de l'attention, c'est ça. L'économie de l'attention, on travaille beaucoup sur l'économie de l'attention. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est ça. C'est les gens ont un temps de cerveau disponible qui est contraint, comme tout, qui est très pris en fait par les réseaux sociaux. Enfin, TikTok l'a bien compris. En fait, le scrolling infini, etc. Donc, bah, faut réussir à trouver sa place dans ça. Le directeur de TF1 à une époque avait été brocardé sur ça. Il avait parlé du temps de cerveau disponible qu'il vendait à Coca-Cola. Alors, le terme était un peu fort, mais quelque part, il avait raison. Même si on peut éthiquement discuter de cette question-là, ce qui est sur le marché aujourd'hui, c'est du temps de cerveau disponible. Il faut prendre ce temps de cerveau pour. Et tu penses que c'est pour ça? Tu penses que c'est pour ça que pour les élections présidentielles, tu sais, ils veillent vraiment à que chacun ait exactement le même temps de parole? C'est que si tu apparais plus, tu parais plus convaincant, du coup, Totalement. Oui, totalement. Et d'ailleurs, ça va même plus loin. Si les sondages et les communications sont interdites le dernier jour, c'est parce que les gens, en fait, ont tendance à aller vers celui qui va gagner. Parce qu'ils ont envie d'avoir raison. Donc, en fait, si le jour du sondage, tu commences à dire, en fait, qu'un tel va gagner, les gens qui sont un petit peu indécis vont aller vers celui qui va gagner. J'ai remarqué les gens ont envie de gagner, en fait. Donc, comme les supporters de foot qui à un moment donné vont plutôt aller vers telle ou telle équipe parce que c'est l'équipe en forme, etc. Donc les gens ont envie de gagner en fait. Et dans les choix des produits, c'est la même chose. J'ai envie d'avoir le produit vers lequel les gens vont, qui est le produit à la mode. Et donc il faut réussir à être la marque à la mode, celle qui a le bon ton pour réussir à séduire les consommateurs. Quand on a fait ça, en fait, la moitié du travail est fait pour les commerciaux. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, le DG, c'est pas un commercial. Non, c'est pas un commercial. Par contre, il peut grandement leur faciliter le travail. Mais bien sûr, c'est lui qui ramène des leads. Moi, je compte beaucoup sur eux, tu vois, dans l'entreprise, en tout cas pour parler de leur entreprise, pour ensuite attirer de l'attention. L'attention crée de la curiosité. Et ensuite, c'est le commercial qui, là, ouvre le process de vente en présentant l'entreprise de manière commerciale, etc. Moi, j'ai une question quand même qui m'interpelle. Alors, c'est mon cas qui est très personnel. Je voulais savoir si ça rejoint ce que tu dis là, si c'est une généralité. Et je trouve cet exemple hyper fort. Et ensuite, j'aimerais revenir du coup à un cas qui est très marketing.
En fait, moi, je me rends compte que si je regarde une vidéo, si je regarde un post, j'ai ma propre opinion. Si j'ouvre les commentaires et que tout le monde est d'un avis qui n'est pas le mien, c'est horrible, hein, parce que pourtant, j'ai l'impression d'avoir des points de vue très développés, d'avoir un esprit critique, mais j'ai tendance à être d'accord avec eux. C'est horrible parce que j'en perds mon libre arbitre, mais très souvent, hein. Ça me ferait presque changer d'avis. Je résiste par principe parce que rationnellement, je vois bien qu'il y a un problème, mais mon cœur est déjà convaincu par la masse. Je déteste cette impression-là. Donc, en fait, est-ce que ça, déjà, on peut le généraliser? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que ça revient à ce que tu dis? Et la deuxième des choses, du coup, c'est le pouvoir des réseaux avec les commentaires. Est-ce que si on arrive à créer un mouvement de foule avec des commentaires positifs, ça a un vrai impact ensuite sur l'adhésion d'un plus grand nombre, en fait? C'est-à-dire, il faut avoir un noyau de fidèles et ça va faire un effet boule de neige derrière. Alors, il y a deux choses derrière ça. Alors, effectivement, parfois, il y a des gens chez qui le fonctionnement est inverse. C'est-à-dire que quand ils voient des commentaires qui vont tous dans un sens, ont tendance plutôt à essayer de prendre le contre-pied. Moi, je suis plutôt comme ça. Je sais. Je cherche, en fait, à chaque fois, quand tout le monde va dans le même sens, je me dis, il doit quand même y avoir un loup. Donc, voilà, bon, il y en a pas toujours, mais ça, c'est intéressant. Mais la plupart des gens, en fait, je pense, sont plutôt comme toi. C'est-à-dire que, Tu fais partie des moutons. Pas forcément des moutons, mais c'est normal, hein, c'est normal d'avoir envie, dire on est un animal social, c'est normal d'avoir envie d'être avec les autres et de partager avec les autres. Moi, c'est plus que j'ai l'impression de me tromper. Moi, en fait, si je vois des avis, si je vois 40 avis contre, alors que je suis pour ou inversement, je suis persuadée que c'est moi qui me trompe. Voilà, c'est juste ça, je te laisse continuer ton raisonnement. Et sur cette question-là, d'ailleurs, il y a une étude qui est reproduite assez souvent sur cette question-là. C'est on prend un groupe de personnes et puis en fait on affiche trois traits de taille différente au tableau et puis en fait on dit aux gens que on va leur imposer de dire que le trait qui a la taille moyenne est le trait le plus grand des trois. Faussement. Et en fait on fait rentrer une autre personne. Et en fait, on pose des questions aux gens en disant quel est le trait qui est le trait le plus grand. Et tout le monde, en fait, qui est dans le piège, répond en fait que c'est le trait du milieu. Puis la personne, en fait, qui elle n'est pas dans l'histoire, hésite. Au début, elle dit que c'est le trait le plus grand. Puis après, il repasse en fait les mêmes éléments. Et à chaque fois, les gens répondent faux. Et au final, ce qui se passe, c'est que la personne qui est rentrée, qui n'était pas au courant, finit par dire comme les autres. Donc parce que elle finit par douter ou elle a pas envie de passer pour le vilain petit canard, etc. Et donc sur les commentaires, il y a sans doute cet élément-là aussi qui intervient et qui joue, quoi. Mais tu sais, c'est pour prendre un sujet un petit peu plus grave, c'est un peu comme dans les phénomènes de harcèlement scolaire. Dans les phénomènes de harcèlement scolaire, tous ceux qui font le harcèlement scolaire sont pas forcément en fait des mauvais gamins. C'est juste que y a quelques leaders et à un moment donné, on se dit qu'il faut être de ce côté-là parce que tout le monde est de ce côté-là. Et on finit même par se persuader soi-même que la personne qui est harcelée, elle le mérite. Ça va loin, ce biais, donc, je trouve. Et donc voilà, et il y a un biais comme ça qui fait que... Du coup, n'hésitez pas. Donc, j'aimerais revenir sur LinkedIn où on va dire tous les réseaux où vos clients sont. C'est très important. Là, je parle responsable marketing à tous ceux qui postent que vous développez parce que la communauté, souvent, c'est une notion qui est très peu compréhensible pour des gens qui sont dans des univers, on va dire, de production, tu vois, où tout est rationalisé, mesuré, etc. Ils disent, mais quelque part, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tous ces commentaires qui ne me concernent pas? Oui, c'est des compliments, mais c'est de l'ego. Non, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'en fait, là, on est en train de se créer le fameux aura qui va faire que ça va faire boule de neige. Et en fait, à force d'avoir des commentaires positifs, c'est vraiment un cercle vertueux. Vous allez avoir d'autres commentaires positifs et les gens qui ne vous connaissent pas vont adhérer spontanément. C'est pour ça que c'est très important de travailler ces posts, d'avoir des commentaires et de plus en plus de commentaires et in fine de plus en plus de clients. Il y a un vrai lien entre je poste, j'ai des commentaires, j'ai des clients. Il est juste difficilement traçable parce que les gens viennent, repartent, ils vont vous contacter par mail, vous n'allez pas voir le lien. Ça vient souvent de ça. Donc, vraiment, ne négligez pas cette partie. Quand je crée des posts sur un réseau, je dois ensuite animer la communauté, etc. C'est un package et c'est hyper important. Voilà, je voulais faire le petit point. Le petit point non, mais c'est très, très important. Moi, souvent sur LinkedIn, en fait, ce que je vois, c'est les gens qui vous vendent des méthodes en
en disant voilà, je vous vends une méthode, vous allez brancher votre LinkedIn à Claude ou je sais pas quoi. Enfin, puis après ils vous disent avec un lead magnet. Bon, j'ai jamais trop compris en fait. Enfin, si je vois bien le mécanisme psychologique qu'il y a derrière, mais j'ai jamais trop compris en fait les gens qui répondent Claude ou Cowork ou je sais pas quoi sous ces commentaires pour avoir un PDF qui finalement va leur servir à rien. J'ai tout testé. Et puis d'ailleurs, parfois ils l'envoient pas. Mais en fait, dans ces éléments-là, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que moi, je ne crois pas au fait que tu fais une campagne sur LinkedIn ou des posts et en fait, la promesse qui est faites des posts, machin bidule, vous allez avoir 3 leads, vous allez avoir 5 leads par semaine. Ça marche pas comme ça. Non. Et tu l'as bien dit. C'est parfois il y en aura 0. Et de toute façon, c'est pas mécanique. C'est pas comme une campagne email avec un bouton sur lequel on clique. C'est pas en fait comme des envois postaux qu'on peut faire. Ce qu'on fait sur LinkedIn, ça ressemble un peu plus quand même à la publicité à la télévision, par exemple. Ou quand on fait des publicités pour des voitures, on n'a pas mécaniquement en fait des gens qui vont venir commander la voiture le lendemain. Hein, c'est juste en fait que cette publicité, elle se répète. Il y a tout un univers autour de la voiture, ou autour des parfums, ou autour du café. Je dirais qu'on a plus notre propre chaîne télé. Je le vois plus comme ça, moi. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. LinkedIn, c'est un média en fait. On a ce qu'on appelle la prospection directe. Prospection directe. Alors, bien sûr, hein, si on fait des messages privés sur LinkedIn, là, on est plus dans de la prospection directe. Mais le post, c'est pas de la prospection directe. Le post et ta présence sur les posts, c'est un média, comme un podcast, qui à un moment donné en fait va construire cette fameuse mémorisation, et au moment où le besoin se fait ressentir de la part de la personne, elle t'aura à l'esprit, elle va venir vers toi. Mais mesurer exactement combien de personnes vont venir, enfin moi j'y crois pas du tout. Après, ils ont beau en fait me répondre en commentaire que je sais rien et que effectivement ils ont tant de leads, etc. Ils font tant de chiffre d'affaires, j'y crois pas une seconde. Non, pas du tout. Par contre, alors moi j'ai tout testé parce que en fait, je veux savoir à quel moment je vais être remplacée par l'IA. Je veux le comprendre ça. Donc, moi je suis une pro IA, je l'intègre dans tout ce que je fais. Je suis une fan de l'IA. Par contre, je suis pas une fan de la flemme et des gens qui pensent qu'on peut industrialiser les relations humaines. Ça marche pas. Enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. J'ai quand même testé. Alors effectivement, tu vas 20 fois plus vite. En fait, c'est des actions qui ne servent à rien. Moi, je me rends compte pour l'impact. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que je préfère impacter les gens 2 fois par semaine plutôt que d'être partout. Tu me vois tout le temps grâce à… En fait, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, aujourd'hui, avec l'IA, on peut tout automatiser. Donc, si je le voulais, juste en appuyant sur quelques boutons, bon, ça me prend une demi-journée de tout automatiser. Je pourrais créer 20 posts par jour, commenter 400 personnes et donc on me verrait partout. Mais d'ailleurs, ça, j'aimerais revenir sur ça. Tu vois, quand on disait le fait d'être vu partout, je pense qu'être vu partout, on capte une attention, certes, mais après, comme tu dis, il faut développer un capital sympathie et être reconnu comme un expert. Et c'est là où être vu partout, ça doit pas être la fin. Ça doit être juste le début de quelque chose. Et c'est pour ça, pour moi, que l'automatisation ne marche pas, parce que après avoir capté l'attention, ok, on a 2 secondes pour convaincre. Et c'est là qu'on doit être brillant, je pense. Et c'est là que l'IA ou les choses un peu tièdes ne marchent pas. Et donc, je suis comme toi, moi, je ne crois pas à cette automatisation du tout, quoi. C'est pas quelque chose qui… Non, mais en marketing, on parle de tone of voice, en fait, le ton de la voix. Ouais. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de sympathie, mais le ton de la voix, ça peut être aussi être un peu grinçant, être un peu piquant. Enfin, moi, je suis pas forcément… D'ailleurs, quand les gens, en fait, me contactent, ils me disent que je suis plus sympa, en fait, que dans mes commentaires. T'es trop sympa, en plus. Ou dans mes posts. Mais c'est le jeu, voilà. Il faut à un moment donné avoir un ton, quand même, sur les éléments. Et après, les DG qui communiquent, faut aussi qu'ils réfléchissent à 2 choses. Je pense qu'il faut avoir de la modestie, c'est-à-dire que même si à un moment donné on dit n'importe quoi sur un post ou que le post il est un peu mou ou il est un peu faible, il va pas rester dans les annales. Enfin, c'est pas ça en fait qui voilà. C'est une grosse peur ça, c'est une grosse peur des gens. Et deuxièmement en fait il faut que, alors je sais pas, peut-être que les DG vont pas aimer ce que je vais dire, mais il faut aussi un peu prendre sur soi au niveau. Non mais il faut prendre sur soi un petit peu aussi au niveau de l'ego. Voilà, c'est, enfin, après, ce qu'on dit est pas si important que ça. Enfin, on n'a pas besoin d'être parfait. Enfin, on n'est pas attendu comme un président de la République qui s'exprimerait. Donc, on a le droit aussi d'être un peu plus naturel. On a le droit de dire des choses un peu moyennes. On a même le droit de se tromper. Ça fait aussi partie de l'histoire. Je trouve ça fait aussi partie de la richesse de ce qu'on met, d'être capable de se tromper, de dire des bêtises, puis de faire réagir comme en fait on aurait une relation humaine avec quelqu'un. Avec un ami, avec un collègue, parfois on est bon, parfois on est moins bon. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est trop sympathique. Voilà, et effectivement, l'IA va gommer tout ça, quoi. C'est-à-dire que les gens sont tous lisses,
et c'est sans intérêt. Enfin, Alors, il y a 2 choses, j'aimerais revenir sur ça. Je vais l'étendre aussi au mailing, et cetera. Mais pour moi, il y a 2 choses à avoir en tête. Par contre, c'est qu'il n'y a pas d'action coup de poing. C'est-à-dire que pour moi, il faut être dans une stratégie. Sinon, ça n'aura pas à la fin des résultats. Je suis contre le fait de poster, ouais, j'ai une idée par-ci, j'ai une idée par-là. Ça, c'est bien si on n'a pas des attentes en termes de chiffre d'affaires au bout. Sinon, tout ça, ça doit être orchestré. Parce que moi, au début, j'avais fait l'erreur de laisser la main à certains de mes clients en leur disant poste sur LinkedIn. Mais en fait, je me suis rendu compte que oui, ils postaient de manière régulière, c'était des bons élèves. Mais par contre, ça part dans tous les sens et ça sert pas forcément ni l'entreprise ni le service commercial. Donc moi, je pense qu'il y a 2 choses, c'est qu'il faut avoir une stratégie avec des objectifs. Qu'est-ce que tu veux, ça va où, etc. À quel moment, par exemple, une fois que tu parles de ça, on en reparle par mail. C'est multicanal aujourd'hui. Le marketing, c'est ce en quoi je crois, c'est-à-dire que on a la chance de pouvoir un coup toquer à la porte avec des commerciaux qui viennent directement, un coup être sur LinkedIn, un coup être par email, pourquoi pas être sur YouTube, être sur les salons. Et en fait, il faut vraiment avoir en tête cette espèce de puzzle final pour savoir, OK, quelle action va où. Tout ça, ça s'organise. Et je trouve que il y a rien de pire que pas l'organiser parce que tu vas faire beaucoup d'actions, tu vas perdre beaucoup de temps, il y aura pas de résultat. Donc, stratégie. 2, on a le droit de se tromper, on a le droit de dire même des conneries, etc. Mais on n'a pas le droit de pas être soi-même. Pour moi, je travaille beaucoup avec ça. Nous, on a créé avec mon associé la méthode ADN PME. Il faut toujours rester dans son ADN. Il faut le définir, cet ADN. Et il faut y rester dedans. Parce que tu vois, Jimmy, moi j'ai vu des gens qui s'inventaient une personnalité pour réussir parce que c'était des gens plutôt calmes. Moi, je suis avec des gens humbles et discrets. Hein. Souvent, les DG industriels, je sais pas, il y a une espèce de pudeur dans l'industrie que je comprends pas. Je suis pas pudique, moi, mais du coup, tu vois, c'est des gens, ça sert à rien de leur demander d'être extravertis. Il faut vraiment qu'ils restent eux-mêmes. Par contre, dans ce qu'ils sont, dans leur ADN profond et dans l'ADN de leur boîte, il y a toujours des choses à aller chercher. Il y a par exemple, c'est des gens introvertis, mais un caractère bien trempé. La niaque. Bon, on va mettre en avant ce qu'ils sont. Et ça, je pense que c'est une règle d'or. Ne jamais trahir son ADN. Parce que, au nom de la pub, au nom du buzz, au nom de je sais pas quoi. Je oui, sais oui, pas ce que t'en après, penses. on appelle ça les piliers aussi. Enfin, et voilà, un positionnement, ça doit reposer sur certains piliers qui sont en fait des éléments. Mais j'ai un parallèle avec ça qui est assez intéressant là. Actuellement, en fait, je donne un coup de main donc au président du club de foot de mon fils et qui Ouais. m'a dit, tu sais, on est embêté, il faudrait qu'on trouve des sponsors parce que bah voilà, par rapport au niveau auquel on joue et au nombre de licenciés qu'on a et à la place qu'on a, bah finalement, on n'a pas beaucoup de sponsors. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait pas mettre en place pour aller chercher les sponsors? Est-ce que tu as une liste? Est-ce que tu as une méthode et tout ça? Je dis, moi, je veux bien en fait qu'on aille chercher les sponsors, mais avant, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse quand même à c'est quoi ce fameux ADN du club en fait. C'est quelle image on veut renvoyer, quel type de club en fait vous êtes par rapport à d'autres clubs. Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que le club en fait c'est de la performance sportive? Est-ce que le club en fait il a un rôle social et territorial? Et bien je lui ai dit tant que vous avez pas ça, on pourra pas aller chercher les sponsors. On va pas aller demander aux sponsors en fait d'investir dans le club alors qu'ils savent pas trop finalement Faut quelle savoir différence il raconter a ce son club. histoire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Et en ça, fait, c'est la base ça de marche tout. à tous les niveaux. Et donc, bah, il faut que le président y aille. Il faut aussi qu'on raconte quelque chose autour du club, qu'on explique vraiment aux gens. Et donc, la communication, elle passe par ça. Là, pour l'instant, on n'a pas encore été démarcher les sponsors. On est en train de construire l'histoire. J'ai une question qui me vient quand tu parles de raconter une histoire, parce que là, des fois, tu vois, raconter une histoire, ça peut être narrativement, d'un point de vue, on s'exprime, comme tu dis, on va aller voir et tout. Et on en parlait en off, et j'aimerais qu'on en parle maintenant. Et parce que moi, j'arrive pas à l'expliquer. C'est-à-dire que je vois le résultat, je suis pas foutu de l'expliquer. On peut aussi raconter une histoire visuellement. Donc ça peut être des vidéos. La vidéo encore, tu vois, sur les réseaux, on voit des vidéos, on voit des pubs à la télé. On comprend encore le lien. Mais moi, par exemple, donc avec mon associé Nat, ma super pote associée, on crée donc des sites web design sur mesure avec vraiment une identité extrêmement forte visuellement. Et en fait, ça attire vraiment l'attention. Ça fait, c'est ce qui fait vendre, hein, in fine. Mais je n'arrive pas à l'expliquer. Comment un design qui représente une identité contribue à faire que le prospect adhère? Je le vois dans les faits. Je suis intimement convaincue que ça a un impact parce que moi-même ancienne DG, j'étais dans des boîtes avec des sites éclatés qui nous ressemblaient pas et je voyais bien les difficultés après qu'on avait avec les commerciaux, mon équipe, à closer vs un site qui était au top, qui était un vrai outil commercial finalement.
Et des fois, ça reposait sur du design. C'était les mêmes textes. Comment ça s'explique, ça? Est-ce que tu as des explications? Je te prends peut-être pour un devin, mais comme tu as toujours répondu à tout, je le tente. Alors, moi, j'y verrais deux choses. Ouais. Une première, en fait, qui a trait à... on a envie, en fait, d'avoir autour de soi... alors, des gens ou des environnements qui nous ressemblent, ou deux, des gens ou des environnements auxquels on souhaiterait être associé. En marketing, on parle souvent en fait de groupes sociaux, donc la différence entre ce qu'on appelle les groupes de référence, les groupes d'appartenance ou les groupes formels, les groupes informels. Et si moi je vais sur un site internet d'une marque et que je me rends compte en fait que ce site il est vieillot, il n'est pas actualisé, etc., je me dis que je vais quelque part moi m'associer mentalement à une marque qui est un peu vieillotte, mal foutue, c'est pas très professionnel, etc. Par contre, si je vais sur un site où je me dis waouh, ça claque, c'est sympa, c'est visuel, c'est dynamique, et ben quelque part en fait ça rejaillit sur moi. Et je me dis en fait, vu que je vais sur un site qui est dynamique, visuel, qui claque, et que j'aime bien ça, ben finalement en fait je me dis que moi aussi je suis quelqu'un en fait de visuel, de dynamique et qui claque. Et donc voilà. C'est Moi pour moi il incroyable, y a déjà ce premier élément là en fait qui fait que on achète ce à quoi on veut ressembler. Et en fait il y a une... Vraiment, c'est pour tout le monde ça, parce que je me sens pas concernée. J'essaye de, tu sais, on a tous des biais. On achète ce à quoi Oui, oui. on achète en fait ce à quoi on veut ressembler, c'est-à-dire qu'il y a une dimension symbolique dans l'achat. C'est-à-dire que Même quand dans des on achats achète... industriels. Même dans des achats industriels, tu penses Alors oui, que sans doute, oui, dans les achats industriels, il doit y avoir de ça aussi. dans des C'est-à-dire parfois, en fait, machines-outils, ouais. ouais, il suffit de regarder. Moi, je fais souvent des visites en fait dans les entreprises pour suivre des Ouais. alternants, des stagiaires. Systématiquement, quand on va dans l'industrie, ils ont envie de nous montrer en fait. Ils ont envie de nous montrer leur machine, nous faire le petit tour de l'entreprise, etc. Parce qu'ils sont fiers de regarder la belle machine qui est rutilante, etc. Ou on a une machine de telle marque, parce que nous, en fait, voilà, on a des machines allemandes, etc. C'est une Donc extension quelque de part, soi. ce qu'on achète, ça a une dimension symbolique, y compris dans l'industriel. Et puis il y a ce côté aussi rassurant. Donc moi, je suis le directeur des achats qui a équipé en fait mon entreprise avec tel outillage, etc. Par exemple, chez nous, on a des Ok. outils qui sont que des outils Facom. Enfin voilà, il y a toute cette dimension là qui est assez importante Mais c'est vrai qu'ils dans le sont fait fiers de d'avoir un dire site c'est qui moi est... qui l'ai eu, la machine-outil. Oui, 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 d'accord, d'accord. Oui, c'est ça. Donc Enfin, c'est les gens vont dire. on s'associe en fait au panache de l'entreprise qu'on sélectionne un peu. Ouais, c'est un peu la dimension consommation ostentatoire, hein. C'est-à-dire que quand on achète une voiture, on l'achète pas que. Enfin bon, après ça dépend des gens. Moi, quand j'achète une voiture, c'est pour aller d'un point A à un point B. Mais il y a des gens qui achètent une voiture pour le côté ostentatoire. Il suffit même de regarder en ce moment la mode des vélos cargo. Vous savez, tous les gens en centre-ville Ah là, oui, qui oui, mettent oui, leurs oui. enfants dans des écoles privées, qui ont tous des petits vélos cargo, qu'on voyait pas en fait il y a 5 ans, mais c'est un phénomène d'appartenance. Ils ont tous des petits vélos cargo, et puis voilà. Et puis dans 5 ans, ils en auront plus, ils auront autre chose. Donc, ouais, mais il y a, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, on a clairement cette dimension-là qui va intervenir. T'as un deuxième point, t'avais dit, après je te poserai une Ouais, question sur et ça. après Je te laisse il y a finir. il y a un deuxième point, mais là j'ai pas la réponse parce t'es pas forcément allé plus loin dans la démonstration. Généralement, quand même, quand on a un site qui est bien fait en termes de design, il est aussi bien fait en termes du UX, c'est-à-dire en termes Ouais, d'expérience ouais. utilisateur. Et donc, ça doit jouer aussi. Il y a sans doute aussi ces éléments-là qui font que le site, il a non seulement un design visuel qui est beau, mais il a aussi Ah en bah fait oui, l'architecture, hein. il offre une expérience utilisateur qui est Ah oui. meilleure. Et il faudrait réussir à isoler les deux pour voir si vraiment c'est le design ou si vraiment en fait c'est l'expérience utilisateur. Je vais pousser mon raisonnement. Alors moi, l'UX, je suis évidemment très sensible. Après, je suis pas sur des sites e-commerce. Donc, comme c'est quand même des sites vitrines, c'est Mm. un peu facile à naviguer. Mais effectivement, moi, j'attends qu'on dise trois choses des sites qu'on construit parce que pour nous, c'est important pour nos clients. C'est waouh. Il faut que ça fasse un waouh, en fait. Waouh. Le deuxième, c'est on a l'impression de les connaître. Ça, c'est hyper important pour nous parce que bah justement, c'est sur ces deux points-là en fait que j'ai remarqué que les gens ont tendance à se contacter. Et le troisième, c'est que c'est hyper facile à naviguer, mais je voudrais que la personne, ce soit tellement facile qu'elle se le dise même pas. Tu vois que quand c'est fluide, c'est comme l'iPhone, on se dit pas waouh, on le fait et ça nous apparaît super simple. Mais nous, en fait, ce qu'on aime provoquer, c'est quand il arrive sur le site, c'est un peu comme un coup de foudre, mais dans le sens où on sait de suite, on comprend de suite l'ADN de l'entreprise. On sait les gens qu'il y a derrière. On a un photographe qui fait les photos des machines, des salariés pour donner une âme. Et en fait, juste en 3 secondes,
c'est notre but, c'est que le visiteur qui les connaît pas arrive à connecter avec eux comme s'ils étaient vraiment en rendez-vous et en disant je les connais, c'est eux qu'il me faut. Et ça, par exemple, et donc ça marche, tu vois, nous ça marche ce qu'on fait, mais j'ai du mal à donc c'est plus que du design, c'est une ambiance, mais en quoi ça convertit plus qu'un site qui pourrait être hyper pro, hyper crédible, tu vois? Ben, il y a d'autres éléments qui interviennent, enfin, qui ont été documentés également. Évidemment, les choix en termes de couleurs. Ça influence aussi la perception. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui sont plus adaptées à tel ou tel secteur d'activité. Ouais. Ouais, si tu es dans la santé, c'est pas forcément la même palette de couleurs que tu vas mettre que si tu es en fait dans un domaine dans les fintech ou que si tu es dans un domaine en fait dans l'industrie métallurgique. Donc Parce qu'il peut y rassuré par avoir la couleur. ben, la couleur en fait a un impact Intéressant quand qui même. Ok. ben, en fait ça on le mesure assez facilement sur le packaging des produits. Dans le packaging des produits, il y a des codes couleurs en fait qui sont assez respectés parce que ça dit quelque chose au consommateur. C'est-à-dire que quand tu vas en fait dans le rayon du lait, bah, tu vois en fait que tu as des codes couleurs. Tu as une dominante qui est blanche pour les paquets, puis ensuite tu as rouge, bleu, etc. selon que c'est du écrémé, demi-écrémé. Donc la couleur en fait permet aussi cette heuristique, c'est-à-dire ces raccourcis mentaux qui font qu'à un moment donné, ah ça y est, j'ai compris en fait rien que par ces éléments-là où je suis. Et donc, je peux passer à l'étape d'après, qui est l'étape d'après, de regarder, comprendre, etc. Mais alors que si au départ, je comprends pas trop parce que les couleurs me paraissent pas du tout adaptées, même les visuels, en fait, peuvent ne pas paraître adaptés. Tu vois, si à un moment donné, je veux traduire l'expertise et le fait qu'on soit sur le terrain, etc. Donc, je vais peut-être mettre des images, en fait, avec des gens qui manipulent les choses avec, et on voit leurs mains en gros plan. Ah oui, on raconte une histoire. Et voilà. Et tous ces éléments-là, en fait, que tu fais sans doute intuitivement, ou pas, c'est les premiers éléments qui vont être perçus où la personne se sent rassurée parce qu'elle se dit j'ai compris et ensuite elle peut passer à autre chose. Alors que si elle perd du temps et chaque seconde de réflexion qui est perdue, en fait, c'est un risque commercial. Non, mais tu as mis des mots. En fait, c'est ça, c'est que intuitivement, c'est vrai qu'on utilise souvent des couleurs pour rassurer la personne parce que ça va lui rappeler le secteur. Et ensuite, on met la touche personnelle à travers les photos, à travers un ton éditorial, etc. Et c'est le tout entre la rassurance et le fait de s'exprimer, ce subtil mélange d'authenticité tout en rappelant son domaine d'appartenance qui fait sûrement une différence. C'est très intéressant, merci. Mais tu as mis des mots sur la méthode ADN. Mais généralement, en fait, on commence par ça. Enfin, quand on a créé le positionnement, etc., les mots-clés, généralement, on commence par la palette de couleurs. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va être plutôt sur telle palette de couleurs, puis après, on met les photos. Mais la palette de couleurs, si on commence par ça, c'est qu'on sent intuitivement que c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est pas même plus intuitif. On casse les codes, des fois. On casse les codes. On peut. Ça, c'est un choix aussi, hein, mais par contre, après, il faut pas être dans le flou et il faut que si on casse les codes, on l'assume et que ce soit compris. Et que si on casse pas les codes, on soit dans la cohérence. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, j'aimerais juste finir parce qu'il est déjà 52, c'est tellement passionnant qu'on pourra faire un round 2 si ça te dit. On parlera pour finir du dark marketing parce que tu as un podcast maintenant, nous en parlerons. J'aimerais juste finir sur ça, tu vois, sur la cohérence. En fait, c'est que, tu sais, quand je parlais de stratégie tout à l'heure, c'est souvent ça, c'est que pour moi, je trouve qu'il faut voir les choses comme un tout. Ben, c'est comme une machine pour qu'elle fonctionne. C'est pas un boulon, c'est pas un moteur, c'est le tout qui a été rassemblé et pensé comme un ingénieur qui fait que ça marche et que ça roule. Et en fait, j'ai remarqué souvent ça et j'aimerais juste qu'on l'explique ensuite. Je sais pas si tu as des réponses, mais je trouve que ce qui marche chez un prospect souvent, c'est qu'on me dit « Ah oui, je t'ai vu sur LinkedIn quand je le contacte par mail, ça compte beaucoup. » Moi, je garde toujours les mêmes photos de profil. Je demande à mes clients de faire pareil. Photo de profil LinkedIn, la photo dans la signature mail, c'est la même. Si on va être sur YouTube, on va aussi avoir la même photo. Donc, une cohérence du début jusqu'à la fin, que ce soit visuellement, mais que ce soit dans le discours. C'est juste que selon, en fait, le canal de communication qu'on va utiliser, on va donner des informations différentes. Et selon même le niveau de maturité du prospect, je vais avoir des mails plus ou moins lourds, etc. Et en fait, je trouve que cette cohérence, elle va beaucoup jouer dans le fait d'être crédible. Comment tu l'expliques ça? Parce que il y a beaucoup de responsables marketing ou même responsables commerciaux qui vont pas le comprendre ça. Chacun va faire des actions de son côté. Du coup, ça va manquer de cohérence. Mais moi, je suis un peu énervée quand je vois ça parce que ça gâche mon travail, en fait, tu vois, qui m'occupe que d'une partie. Et ça, ils ont du mal à le comprendre parce qu'ils me disent, oh, mais c'est toujours bien aussi c'est toujours mieux que rien de faire ci, de faire ça. Ben non. En fait, il faut garder cette espèce de tout harmonieux. Et j'arrive pas à l'expliquer. Ça m'aiderait si tu avais une explication. Mais
En fait, on peut l'expliquer de deux façons si on veut imager. En fait, le concept duquel on doit partir, Oui, c'est cette fameuse mémorisation. C'est en fait oui. que plus tu répètes, plus t'es sympathique, plus t'es connu et plus en fait t'enlèves de la friction et plus c'est de la réassurance et donc plus t'as de chance. Le problème c'est que si tu fais un message avec des codes visuels, etc., et un autre message qui est fait par quelqu'un d'autre avec d'autres codes, tu perds cet effet répétition. En Mm. fait, c'est un peu comme tu sais dans la finance Ah, les ok, intérêts ok, composés. ok. C'est-à-dire que dans les intérêts composés, en fait, je fais quelque chose et puis après je fais quelque chose qui vient se rajouter, mais ça démultiplie l'efficacité. Donc Mm. la cohérence, elle sert à ça. Elle sert à ce que le deuxième message s'appuie déjà sur le premier, puis que le troisième s'appuie sur le quatrième. Alors il y a Et un on indice qui est, avance. En il y a plus, un on indice en avance fait dans le. qui qu'on utilise beaucoup en communication, qui est assez ancien, qui s'appelle l'indice de Morgenstern. Mm. Et l'indice de Morgenstern, en fait, c'est un indice de mémorisation. Donc, c'est quelque chose d'assez pragmatique qui avait été mis en place par Armand Morgenstern, qui avait essayé de mesurer quelle était en fait la capacité de mémorisation d'un message selon le média qui est utilisé. Et donc, il avait regardé la radio, la télé, l'affichage, Mm. le cinéma, la presse. Et en fait, son indice servait à mesurer au bout de combien de fois un message qui est répété sur un média, il sera perçu et mémorisé par les gens. Et en fait, il D'accord. s'est rendu compte que, évidemment, ça dépend des médias. Hein. Tiens, à ton avis, c'est lequel des médias parmi ceux-là qui est dans lequel tu as le moins de mémorisation entre la radio, le cinéma, la télé, l'affichage et la presse? Moi, je dirais l'affichage. Alors non, c'est la radio. Et la Ah, radio, en fait, a l'indice de j'hésitais. mémorisation. Mais alors, tout simplement parce que la radio, très souvent, on l'écoute dans la voiture. Et en fait, quand on écoute la radio dans la voiture, on n'est pas très attentif parce que, enfin, faut espérer, on est attentif à la route. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la radio, très souvent, les gens ont des voix, tu sais, très désagréables, des Ouais. voix nasillardes, etc. Et ils font Ah des jeux de ouais. mots un peu pourris. Oui. Parce qu'en fait, ils savent que en faisant ça, ça va interpeller les gens, peut-être les agacer un petit peu, etc. Mais on est obligé de surjouer euh, le message, les voix, les blagues, parce que c'est un média dans lequel il y a très peu d'attention. Et à l'inverse, en fait, le média sur lequel il y a plus de mémorisation, c'est le cinéma, parce que bah là, on est dans le noir, on est attentif, on n'a rien d'autre à faire, sauf manger du popcorn. Et donc, en fait, ça veut dire que quand tu veux passer une publicité, si tu la passes à la radio, bah, il faudra avoir des artifices de ceux dont j'ai parlé juste avant et répéter beaucoup. Et au cinéma, en fait, tu peux beaucoup moins répéter. Mm. Donc voilà. Et donc, dans les messages, c'est un petit peu ça aussi. Il faut réfléchir aux médias qu'on utilise et se dire en fait que ben oui, il faut tenir compte de cet indice de mémorisation. Communiquer une fois, ça suffit pas, même si on est très bon. Et c'est le fait de communiquer plusieurs fois. Et donc, c'est communiquer plusieurs fois le même message Et voilà. avec la Et même cohérence, les mêmes visuels, le même positionnement, la même ambiance, le même ton. Enfin, Et c'est là où vient la stratégie. C'est ça, la cohérence. Et pour moi, c'est que moi, j'ai un but final. C'est faire avancer le prospect vers l'achat. Donc, tout est réfléchi. Il y a le pas 1, le pas 2, le pas 3, le pas 4. Et en fait, si tu viens, je suis au pas 4 et tu me mets, on revient au pas 2, dans la tête du prospect, on revient en arrière, il comprend pas. C'est comme si on racontait une histoire et qu'on revenait en arrière. Moi, je le vis un peu comme ça. Quand quelqu'un vient faire irruption avec un mail qui a rien à voir, on casse un fil narratif quelque part qui avait été prévu sur un coup LinkedIn, un coup le mail, un coup la visite client en fait du commercial. Mais tout ça, ça doit être une danse un peu harmonieuse. Et ça fait partie de la cohérence au-delà du visuel et tu vois, du même ton. C'est aussi le fait de respecter la chronologie d'une histoire. Je sais pas comment expliquer, tu vois, du film. oui, c'est ça. Enfin, après, l'image hein, qui est beaucoup plus tournée e-commerce, c'est l'image en fait du tunnel de vente. Mais en Ouais. fait, le tunnel de vente, il est beaucoup moins respecté dans la vente physique, alors qu'il devrait l'être également. Ça devrait Eh partir oui. en fait de l'image, du DG, etc. Puis ensuite avoir des messages qui sont des messages un peu plus d'expertise, de mémorisation, cette fameuse mémorisation douce. Puis à un moment donné, paf, on bascule dans le commercial, où là en fait on va être dans de la prospection, dans de l'entretien de vente, dans de la fidélisation, etc. Mais enfin, c'est ce qui est dommage en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles leur tunnel de vente est pas formalisé. C'est-à-dire qu'ils ont Non. uniquement fait le dernier point, c'est-à-dire ils disent aux commerciaux, un peu comme on lâche Ouais. des gens sur le terrain, c'est Allez-y les gars. allez-y quoi. Mais oui, mais le problème c'est qu'allez-y, mais avant ils ont pas tous les éléments et on leur a pas facilité le terrain avant quoi. Un exemple, tu vois, que j'ai par exemple un email que j'avais, ça faisait partie d'une séquence email. Je sais pas ce qu'il a pris à ce commercial, mais il s'est foutu la vente en l'air en cause de ça, une vente à 50 000 euros. Et en plus,
Je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Donc, une séquence email bien précise où on commence à réchauffer le prospect. Donc, le prospect nous connaît pas. On voit qu'il ouvre les mails, donc il est quand même intéressé. Dans cette séquence, au bout du 3e mail, il y avait un comparatif entre notre solution, enfin les solutions de mon client du coup, d'autres solutions, dont des solutions qui sont indirectes, c'est-à-dire lui il a un problème et pour répondre à son problème, il y a la solution A, B, C, donc qui sont à peu près les mêmes, mais ça peut être une solution tout autre, tu vois. Et donc le commercial avec qui je travaille réussit à décrocher un rendez-vous. Je ne sais pas ce qui lui prend, hein, mais après le rendez-vous, il extrait ce mail-là et il lui renvoie. Mais du coup, son interlocutrice, elle est partie recomparer les solutions. Elle a fini par pas le choisir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a appris d'envoyer ce mail-là à ce moment-là? Il me dit, mais c'était pour l'aider. Mais je dis, mais non, on était arrivé à la presque conclusion, on revient en arrière. Maintenant, elle est partie, tu vois, ça lui a mis le doute, alors que c'était la bonne solution, je pense, pour elle, tu vois. Mais voilà. Donc, il y a un ordre dans les choses. Ouais, ça me fait penser à il y a encore, je vais encore citer une étude, mais Allez, il y a une étude de 2000, en fait, c'était Younger et Leper qui ont fait ça. Ils avaient fait un test avec des confitures. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans un supermarché, enfin dans plusieurs supermarchés d'ailleurs, et en fait, ils ont monté des stands. Donc, il y avait un stand sur lequel il y avait 24 variétés de confitures et un stand sur lequel il y avait 6 variétés de confitures. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que effectivement, sur le stand où il y a 24 variétés de confitures, ça attire plus de gens. Il y avait beaucoup plus de gens qui venaient parce qu'effectivement, ils trouvaient qu'il y avait de la profusion, que c'était intéressant de venir regarder, comparer, etc., etc. Sur le stand où il y avait 6 variétés de confiture, il y a moins de gens. Par contre, la conversion a été bien meilleure en fait sur le stand où il y avait 6 variétés de confiture, parce que quand il y en a 24, on a du mal à choisir, on a peur de mal choisir. Alors que quand il n'y en a que 6, mais c'est la technique Apple. Hein. Chez Apple, en fait, ils ont pas, à l'origine, ils n'ont pas 15 000 variétés en fait, ou 15 000 options, etc. C'est ça. Si on donne, enfin. Le problème, c'est qu'il faut laisser de la liberté de choix, mais trop de liberté de choix, ça crée de la peur de mal choisir, de l'indécision, etc. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut bien faire attention. Et ça, c'est vraiment un argument qu'il faut intégrer quand on fait de la vente. Il y a des moments où il faut être. Et c'est la problématique en fait qu'a eu ton commercial. Voilà. Enfin, d'ailleurs, les gens qui font de la vente le savent. Il y a des moments où il faut laisser le choix et des moments où il faut être directif dans la vente. Voilà, faut laisser un peu de choix, mais être même plus que directif, être assertif. Enfin, souvent, moi, quand je fais des cours de vente avec les étudiants, et dans la conclusion, je leur dis, il y a une bonne méthode pour conclure. À la fin, c'est l'alternative, mais l'alternative, ça veut dire, je demande pas au client s'il veut ou s'il veut pas. Ça veut dire, en fait, je lui demande, est-ce que vous voulez le bleu ou est-ce que vous voulez le rouge? Voilà. Et là, effectivement, il y a un choix, mais on lui dit pas, bon, alors du coup, est-ce que vous voulez le rouge? Est-ce que vous voulez le bleu? Est-ce que vous voulez le vert? Est-ce que vous voulez le jaune? Est-ce que vous voulez, enfin, et tu vois, ton commercial, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, la personne était dans la phase où il fallait peut-être qu'elle arbitre entre un ou deux choix, entre une ou deux options. Et là, il lui redonne des choix, et ben alors c'est reparti, en fait. C'est comme si le vendeur, tu vois, t'étais avec 2 paires de chaussures à la fin, et le gars, il te ressort 10 paires de chaussures, et puis là, t'es reparti, quoi. Bah surtout, c'est moi, donc moi, je leur envoie des leads, en tant que, voilà, moi, je suis dans le marketing, donc je leur envoie des prospects qualifiés chaque semaine. J'aime bien les suivre par curiosité. Du coup, tu vois, j'ai ressenti une certaine frustration parce que c'est tellement dur d'avoir des leads qualifiés, donc prospects qualifiés, que c'est dommage. Bon, mais ça fait partie du métier. On apprend comme ça. Oui, ça fait partie du jeu. Enfin, Jimmy, si ça te dit, peut-être que tu reviendras sur mon podcast parce que ça fait 1 heure, nous allons devoir nous quitter. J'aimerais qu'on finisse, que tu nous parles. Alors, j'aimerais juste faire une petite intro sur ça, que tu nous parles du dark marketing. Pourquoi tu m'as intéressé depuis le début? C'est que, encore une fois, là, je pense que tu l'as prouvé pendant 1 heure. Ton marketing s'appuie sur des études solides. Tu as une approche qui est très structurée. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu as un esprit très critique par rapport à tout ce qui se fait depuis le test MBTI. Je ne sais pas si certains connaîtront, mais des fois, on va vulgariser le marketing. Encore plus que le test MBTI, surtout le disque. Le disque, où effectivement, en fait, ça, c'est vraiment un des grands drames de ma vie, en fait. C'est de savoir, en fait, qu'il y ait des responsables RH qui puissent acheter du disque. Donc voilà, mais enfin bref, c'est une autre, il faudrait faire un podcast presque sur ça. On en refera un au pire, ça peut être intéressant. Et voilà, bon, en fait, ce que j'aime, c'est ton esprit critique et ta manière de décortiquer, en fait, par exemple, que ce soit une actualité, un fait marketing, un process de vente, de le décortiquer de manière hyper scientifique et convaincante avec ton esprit critique. Et donc, tu as créé le dark marketing et le podcast dark marketing. Est-ce que tu peux nous dire un mot dessus pour conclure cet épisode?
Oui, alors moi j'ai commencé à enregistrer donc des épisodes d'un podcast qui s'appelle Dark Marketing, donc qui sont pas encore diffusés, hein, mais que je vais essayer d'organiser sous forme de saison comme Netflix, parce que moi je suis très admiratif de leur marketing, même si parfois c'est un peu contraint et puis qu'on est un peu embêté parce qu'à la fin de l'épisode le nouveau commence et que on est manipulé totalement par Netflix. Et d'ailleurs en fait on en parle dans ce podcast. Et l'idée du podcast Dark Marketing, c'est vraiment de travailler sur ça, sur tous les dark patterns, sur l'économie de l'attention. Sur le design comportemental, mais vraiment en fait en prenant le temps d'aller regarder très précisément, par exemple un biais cognitif, ou d'aller regarder précisément comment fonctionnent les nudges. Donc voilà, donc c'est organisé par saison, c'est sur des thématiques. Oui, les nudges en fait, hein, c'est des outils qu'on utilise pour influencer positivement les gens. Donc l'exemple en fait qu'on peut donner, qui est le plus connu, c'était la fameuse petite mouche qu'on mettait en fait dans les cuvettes de WC pour les hommes dans les toilettes publiques, parce que les messieurs en fait sont très joueurs, et si on leur met une petite mouche en fait dans une cuvette de WC, ils ont tendance à faire pipi bien au milieu et à pas salir partout, alors que si on leur met rien, ils ont tendance à salir à côté. Donc voilà, donc c'est ces outils-là qu'on utilise dans plein de domaines. On utilise ça en économie de la santé aussi, enfin en tout cas dans les soins, pour faire que par exemple les enfants diabétiques puissent adhérer et vraiment en fait suivre leur traitement. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, qu'on utilise évidemment aussi en marketing. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ça, de prendre chacun de ces termes, de se poser un petit peu par rapport à ça, et puis d'avoir cette double dimension on regarde d'un point de vue théorique sur quoi ça repose, et puis ensuite, surtout, on regarde d'un point de vue pratique comment concrètement un solopreneur, un dirigeant de PME, quelqu'un qui fait du e-commerce peut mobiliser en fait ces éléments-là, en essayant aussi d'avoir un regard critique, c'est-à-dire en n'essayant pas de révolutionner le monde, hein. C'est-à-dire que parfois, évidemment, il y a des outils qui existent. Il faut aussi en fait avoir la modestie d'expliquer de quelle manière ils fonctionnent et quels sont tous les mythes et toutes les fausses croyances qu'il peut y avoir autour de ces outils. Voilà, c'est ça l'objectif du podcast. Donc, Eh ben, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un deuxième épisode parce qu'il y aurait plein de choses à dire. C'est tellement vaste le fait de comprendre quand même la psychologie d'un client et comment adapter son marketing que voilà, si ça te dit, tu seras le bienvenu dans un deuxième épisode. On va se laisser ici. Merci beaucoup Jimmy. Du coup, je te dis à bientôt pour un round 2. Oui, à bientôt, ouais. Ou un round 3 parce qu'on avait déjà fait en fait un premier live. Donc même si c'était pas dans le cadre de ce podcast. Si on compte le live LinkedIn, ça sera un round 3 avec grand plaisir. Eh bien, il est temps de dire au revoir aux auditeurs et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Au revoir. Merci beaucoup Lily, à bientôt. À bientôt.